Pour ce troisième dossier de notre épisode, je vous propose d'embarquer en mer, plus précisément aux abords de l'Australie. Le mercredi 18 avril 2007, un yacht a été retrouvé à la dérive au nord-est de l'Australie par un hélicoptère des douanes. De toute évidence, il n'y avait personne à l'intérieur et le yacht de plaisance était en train de dériver. 2 jours plus tard, le 20 avril, les autorités maritimes sont intervenues et ont abordé le navire. Au bout de quelques minutes, elles ont effectivement constaté qu'il était vide. Pour les secouristes, tout était anormal. Et c'est d'ailleurs cette normalité qu'ils trouvaient suspecte. Parce que le moteur tournait, il y avait un ordinateur portable allumé sur la table, la radio fonctionnait et le GPS également. Il y avait de la nourriture et des ustensiles dans la cuisine, mais aucun signe de vie ni aucune trace de l'équipage. Très vite, les autorités maritimes australiennes identifient le catamaran comme étant le CAS 2, parti d'Early Beach, dans le Queensland, le 15 avril, et qui était attendu à Ayr, un petit trajet le long de la côte de moins de 200 km. Si on devait le faire en voiture, ça mettrait environ 2 heures. Ce petit trajet était une étape d'un long périple que l'équipage avait prévu de faire pour rejoindre la ville de Perth, à l'ouest de l'Australie. L'équipage était composé de 3 hommes. Il y avait le propriétaire du yacht, Derek Batten, 56 ans. Il était accompagné de ses 2 voisins, les frères Peter et James Tunstead, 69 et 63 ans. Batten avait récemment racheté le CAS 2 pour 180 000 $ à Graham Douglas, un ingénieur connu pour le soin méticuleux qu'il prenait à entretenir son yacht. Leur périple devait durer 6 à 8 semaines, et les 3 hommes le préparaient depuis longtemps, et avaient prévu la réserve nécessaire de nourriture. Ils envisageaient ce voyage comme une longue balade oisive consacrée à pêcher, à nager, à plaisanter et à prendre du bon temps. La ville de Perth, ça s'écrit pas pareil, c'est P-E-R-T-H. Il faudrait dire Perth. Nous retournons au 20 avril. Les autorités diffusent un premier communiqué révélant que le yacht a été retrouvé en parfait état, avec tout laissé tel quel, comme si son équipage était encore à bord. La table dressée pour le dîner. En revanche, contrairement à ce qui a été souvent dit, il n'y avait aucune nourriture prête à être servie. On met très vite la main sur les téléphones des disparus, ainsi que leurs montres et leurs portefeuilles. Aucun objet de valeur n'a été dérobé. L'ordinateur portable était allumé et le moteur du bateau était lui aussi en marche. L'ancre était levée. Les autorités confirment également que tout le système de communication du yacht, donc radio et GPS, fonctionnait parfaitement et qu'aucun gilet de sauvetage ne manquait à l'appel. Sur le pont arrière, les enquêteurs découvrent des t-shirts soigneusement pliés, comme si les plaisanciers étaient partis nager, ainsi que des serviettes étendues dans la petite salle de bain. Les choses qui manquent à l'appel sont les 3 chapeaux et 2 paires de lunettes de soleil. Les officiels notent cependant 2 points sortant de l'ordinaire. L'une des voiles est abîmée et il n'y a pas de radeau de survie. La chose que l'on ne sait pas, c'est s'il y en avait bien un au moment de leur départ. Les recherches commencent donc et les secours emploient les grands moyens. 7 avions de reconnaissance et 2 bateaux. Mais au bout de quelques jours sans rien trouver, la police abandonne, estimant que les disparus n'ont aucune chance d'avoir survécu aussi longtemps dans l'eau. Surtout qu'ils étaient assez âgés, si vous vous rappelez bien, ils ont tous à peu près 60 ans. Cependant, l'enquête continue au niveau du bateau afin de percer ce qu'est devenu le mystère du yacht fantôme. Le CAS 2 est donc remorqué vers le port le plus proche, celui de Townsville, toujours le 20 avril, et les enquêteurs le passent au peigne fin. Le lendemain, les agents donnent leur conclusion. Ils n'ont rien trouvé qui leur permette de conclure un acte criminel ou une intervention extérieure. La cabine était propre et bien rangée, à l'exception de quelques magazines et de journaux, ainsi qu'un fût de vin qui gisait au sol, tout en sachant que ces objets étaient tombés lors du remorquage du catamaran vers le port. Dans la poubelle, les enquêteurs ont trouvé quelques couteaux à beurre et, sur le plan de travail de la cuisine, des couteaux de pêche qui ne semblaient pas avoir servi récemment. Sous la couchette de Derek Batten, le propriétaire du yacht, on a également déniché, dans un conteneur scellé, un pistolet d'alarme et des munitions, mais aucune d'entre elles ne manquait.
Un tiroir, à proximité, a dévoilé d'autres munitions du même calibre. Roy Wall, le chef de la police locale, déclare alors aux médias australiens, je cite, « Pour le moment, c'est tout simplement un mystère, mais la disparition des 3 membres d'équipage n'est pas suspecte. » Donc, pour le moment, on a un bateau vidé de ses occupants, mais sans aucune raison valable. Comme s'ils avaient, tous les 3, sauté à l'eau et abandonné le bateau, en le laissant tourner, donc en le laissant dériver, sans prendre aucune affaire ni lancer de fusée de détresse. En continuant leurs investigations, les enquêteurs sont tombés sur une caméra et les enregistrements qu'elle contient, et ils donnent des indications sur leur dernière journée. La dernière vidéo, filmée par James Runstead, date du 15 avril à 10h05, donc 10h05 du matin, peu avant la disparition probable des 3 hommes. Elle montre notamment que c'est Derek Batten qui est à la barre alors que Peter Tunstead est en train de pêcher à l'arrière du bateau. La vidéo montre également les îles aux alentours et ça nous permet de déterminer plus précisément la position du bateau à cet instant précis, aux alentours de George Point. Pour vous donner une idée, George Point se situe dans le premier quart du trajet qu'il devait faire. On voit également dans la vidéo que la mer semble un petit peu agitée. Pourtant, aucun des 3 hommes ne porte de gilet de sauvetage. Les enquêteurs ont également analysé les données GPS de cette fameuse journée. Comme je vous le disais, on est sur un trajet le long de la côte qu'on pourrait faire en 2 heures de voiture. Selon les indications GPS, l'équipage a pris le départ d'Harley Beach vers 8h du matin. Le yacht a mis le cap vers Ayr pour une petite journée de navigation en mer, mais un opérateur de radio bénévole a indiqué que ce jour-là, à 18h45, le CAS-2 donne par radio sa position. Il se trouvait toujours vers George Point. Alors pourquoi, après 11 heures de mer, l'équipage était encore aussi loin de sa destination et pourquoi il se situait toujours au même endroit que lors de la vidéo horodatée à 10h05 ? Qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire pendant toute cette journée ? Est-ce qu'ils l'ont passé à pêcher et n'ont pas vu le temps passer ? Ça m'étonnerait quand même. Est-ce qu'ils ont eu un problème technique ? Pour l'instant, on n'a pas la réponse. Suite aux nouvelles informations divulguées par la vidéo et le GPS, les familles décident d'affréter 3 bateaux qui partent explorer les îles de la région dans l'espoir que les hommes s'y soient réfugiés à la nage, ou en canot de sauvetage d'ailleurs. Mais ces recherches n'ont rien donné non plus. L'équipage a bel et bien disparu sans laisser la moindre trace. 1 an et demi plus tard, le 4 août 2008, cette affaire revient sous la lumière des projecteurs lorsque Michael Barnes, le coroner de l'État de Queensland, tient une audience pour essayer de tirer tout ça au clair. Nous avons 27 personnes qui sont invitées à témoigner, parmi lesquelles des proches des disparus, mais aussi des personnes qui ont pu observer le bateau durant la journée du 15 avril. Suite à cette audience, voici le scénario officiel retenu par les autorités. Je vais vous lire ça. Le dimanche 15 avril 2007, à 10h05 du matin, le CAS-2 était en train de naviguer aux alentours de George Point. Jusqu'alors, tout se passait comme prévu. Mais dans l'heure suivante, la situation a évolué de manière dramatique. Les leurres de pêche des plaisanciers se sont empêtrés dans le gouvernail du bateau. Les enquêteurs en ont déduit que l'un des frères Tunstead était descendu sur le Sugar Scoop. Le Sugar Scoop, c'est une plateforme au ras de l'eau située à l'arrière du bateau et qui permet d'aller nager. Et c'est en essayant de libérer les leurres qu'il serait tombé à l'eau. Et c'est vrai que se tenir sur cette plateforme assez étroite, alors que le bateau est en marche, c'est assez dangereux. Voyant la chute de son frère, l'autre frère, Tunstead, serait venu à la rescousse, tandis que Batten se serait lancé dans une manœuvre pour affaler les voiles avant de pouvoir revenir vers ses amis. Au moment où il quitte la barre pour effectuer cette action, une déviation de la trajectoire du bateau, ou un changement de vent, pourrait avoir provoqué un empannage. Autrement dit, un virement de bord. S'en serait suivi un violent mouvement de balancier du tango au-dessus du pont qui aurait percuté de plein fouet Batten, le propulsant par-dessus bord. C'est ce qu'on voit souvent là, dans les films où la voile fait un balancier et pam, ça ce serait directement aller sur le gars, quoi, et le faisant directement aller dans l'eau, quoi. Donc les 3 hommes seraient dans l'eau.
Il est également possible que ce choc se soit produit avant même qu'il n'était en mesure de détacher et de lancer les bouées de sauvetage aux 2 autres hommes. Un mug de café retrouvé près des bouées pourrait accréditer cette hypothèse. Comme le navire avance à une vitesse de 15 nœuds, soit 28 km/h, il est très vite hors d'atteinte de l'équipage. À partir de ce moment, les 3 hommes se retrouvent seuls en mer, aucun d'entre eux n'étant vraiment bon nageur, et en plus de ça, la mer est un petit peu agitée. Les 3 hommes ont dû rapidement s'épuiser et couler sous les vagues. Donc ça, ce serait le scénario officiel. Les 3 hommes ont été éjectés du bateau. Et comme le bateau était en marche, il a continué tranquille. Alors, ce n'est qu'une hypothèse, mais je la trouve assez plausible, car elle expliquerait pourquoi les hommes ont quitté le bateau alors que le moteur tournait toujours, car j'imagine qu'ils n'auraient jamais laissé le moteur allumé pour aller se baigner. Et je vais quand même vous donner quelques hypothèses que j'ai pu dénicher. La première, c'est une hypothèse un peu plus simpliste, qui se base sur le fait que le navire aurait pu subir un choc, comme par exemple une grosse vague qui aurait pu faire tomber les hommes par-dessus bord, ou un banc de sable qui aurait obligé l'équipage à descendre pour libérer le bateau, et qu'une fois libéré, comme il était en marche, il n'aurait pas réussi à remonter à bord. Alors j'ai du mal à imaginer que les 3 hommes se seraient mis à l'eau sans leur gilet de sauvetage et en laissant personne à la barre, mais ça reste une hypothèse. La deuxième, ce serait que les 3 hommes auraient mis en scène leur disparition. Par exemple, dans le cadre d'une fraude à l'assurance ou pour échapper à une menace fiscale. Mais d'une part, ça aurait été plus facile pour eux de brûler ou de couler le bateau, et ensuite, il aurait fallu que leurs proches soient complices. Dans le cadre de l'enquête, les autorités ont eu accès aux comptes et au patrimoine des disparus, et ils n'ont vu aucune anomalie de ce côté-là. Donc, cette hypothèse ne me semble pas vraiment imaginable. J'imagine mal que les 3 hommes aient imaginé ce scénario pour pouvoir disparaître et abandonner leur famille, sachant que selon l'avis de tous, ils semblaient dévoués à celle-ci. Troisième hypothèse que j'ai trouvée, l'équipage aurait fait une mauvaise rencontre et aurait été contraint de quitter le navire. L'hypothèse vient du fait que les pare-battages étaient déployés sur les flancs du bateau. Pour ceux qui ne savent pas, et moi non plus je ne le savais pas, ce sont des protections que l'on met autour du bateau pour pas qu'il ne s'abîme lorsqu'on l'accoste contre un quai. Pour Hope Hemming, la nièce de Derek Batten, c'est sans ambiguïté, mais je parle anglais maintenant, c'est sans ambiguïté, et je cite, « La seule raison pour laquelle vous sortez ces protections, c'est lorsqu'un autre bateau vient se ranger contre le vôtre ou lorsque vous manœuvrez pour accoster contre un quai. Donc tout porte à croire qu'on est monté à bord du yacht. » Je voudrais quand même ajouter 2 nuances à cette hypothèse qui me font dire qu'elle ne tient pas vraiment. La première raison, quand on se fait accoster, je suis pas sûr qu'on ait le réflexe de mettre les protections, surtout si c'est un accostage contre notre gré. Et la deuxième, c'est que sur la vidéo retrouvée plus tôt, ils étaient déjà déployés. Et donc, on semble plutôt être sur un oubli de la part de l'équipage. Ils ont oublié de les enlever après avoir quitté le port. Et pourtant, la nièce reste déterminée dans cette hypothèse, et elle va même jusqu'à affirmer dans les médias, peu après l'incident, que sa mère et elle sont en contact spirituel avec Derek, et qu'il est bien vivant, mais en train de lutter pour le rester. Qu'il est dans un lieu sombre, mais qu'il n'est pas mort. Bon, admettons, imaginons que la nièce et sa mère soient médiums, et que leur hypothèse soit la bonne. Ça voudrait dire que le bateau aurait été abordé en pleine mer, sachant déjà dans cette région qu'il n'y a pas de pirates, mais admettons, pourquoi ils auraient laissé le bateau avec le moteur tourné ? A priori, il n'y a eu aucun vol, que ce soit dans les effets personnels ou dans le matériel de navigation. Personne n'a jamais demandé de rançon non plus. Le yacht coûtait à lui seul environ 180 000 $. Enfin, en tout cas, il a été payé 180 000 $ à l'ancien propriétaire. Je pense qu'il l'aurait volé pour tenter de le revendre. Alors pour continuer un peu dans le paranormal, tant qu'on y est, moi j'ai une autre hypothèse. Et si les hommes s'étaient jetés à l'eau, attirés par le chant des sirènes ? Enfin bref, toujours est-il qu'après les conclusions officielles de 2008, le dossier
n'a jamais été réouvert. Jenny Batten, la veuve de Derek, a mis en vente le bateau la même année pour 225 000 $ pour tourner la page et aussi renflouer les comptes suite aux dépenses engendrées par les recherches privées. Il est peu probable que l'on sache réellement ce qui s'est passé ce 15 avril 2007 dans ce bateau. Et voilà pour ce dernier dossier. Est-ce que, dans le chat, vous avez des hypothèses? Qu'est-ce que vous pensez déjà des hypothèses que je vous ai citées, que je vous ai apportées? La thèse officielle est plausible, c'est juste dramatique. En fait, je pense que la thèse officielle est peut-être pas la bonne, parce qu'ils ont donné beaucoup... ils ont beaucoup brodé, en fait, autour du fait que les 3 hommes sont tombés à l'eau. Ils ont peut-être pas la vraie raison pour laquelle les 3 hommes sont tombés à l'eau. Ils en donnent une, ils en supposent une. Mais en tout cas, je pense que effectivement, ils sont tombés à l'eau. Ils n'avaient pas prévu de tomber à l'eau. Et ils n'ont jamais réussi à rattraper le bateau. Il a continué sa dérive, en fait. Robière, à part 3 chapeaux et 2 paires de lunettes, rien n'a disparu, donc peu de chance que ce soit des pirates. Les pirates, ils portent un cache-œil, donc pas besoin de voler des lunettes. Il y a sûrement un truc dans le bateau dont personne n'est au courant, si on part de la théorie du vol. Ouais, mais ils auraient volé plus de choses. Si effectivement il y a eu un vol, ils auraient pu voler autre chose de plus conséquent. Et c'est vrai qu'un bateau, c'est assez compliqué à voler, hein, parce qu'après, il faut réussir à le refourguer, ton bateau. C'est possible que un soit tombé et que les 2 autres ont essayé de le secourir sans y penser. C'est bête, les gens. Tu vois, sans penser déjà à arrêter. Ouais, ils auraient quand même pensé à arrêter le moteur. Ils auraient volé quelque chose d'énorme et rien volé de petit dans le bateau pour ne pas se faire cramer. Ils auraient peut-être pris leurs organes. Et qu'est-ce qu'on sait des 3 victimes? Est-ce qu'il y a quelque chose de notable? On sait pas grand-chose. Les 2 frères étaient à la retraite. J'ai l'impression qu'ils étaient tous un peu riches, quoi. Mais a priori, il n'y avait pas d'histoire d'argent derrière tout ça, parce qu'il n'y a pas eu... parce qu'en fait, la veuve du propriétaire a quand même mis pas mal d'argent pour essayer de les retrouver. Mais c'était des gens, somme toute, avec une vie plutôt classique, quoi.